Le 5 avril 1935, un avion rouge sang fend le ciel au-dessus de la Lombardie à une vitesse qui défie toute logique pour un appareil de transport civil. À l'intérieur du cockpit, le pilote d'essai observe avec satisfaction l'aiguille du compteur de vitesse dépasser les 430 km/h. Cette machine élégante à 3 moteurs vient de transformer l'aviation italienne en spectacle mondial. Mais personne ne sait encore que ce triomphe cache un désastre technique qui faillit réduire le projet en cendres quelques semaines auparavant. 3 mois plus tôt, ce même prototype brûlait en plein vol. Les flammes jaillissaient du moteur central tandis que les techniciens au sol hurlaient des instructions radio désespérées. Le pilote réussit à poser l'appareil in extremis sur la piste de Varese, les extincteurs déjà en position. Les ingénieurs d'Alessandro Marchetti venaient de découvrir que les moteurs Piaggio qu'ils avaient installés sur leur magnifique transporteur trimoteur ne fonctionnaient que par miracle et prière divine. Ces unités de 610 chevaux refusaient obstinément de délivrer leur puissance promise, s'éteignant sans prévenir, vibrant dangereusement et maintenant se transformant en torches volantes. Dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez et abonnez-vous pour nous soutenir. Merci, on continue. L'histoire commence 2 ans auparavant, quand Lord Macpherson Robertson, maire de Melbourne, annonce la course aérienne la plus ambitieuse jamais imaginée. Londres jusqu'à Melbourne, 18 000 km, 15 000 livres sterling au vainqueur. Benito Mussolini voit immédiatement l'opportunité d'humilier les Britanniques sur leur propre terrain colonial. Il convoque Alessandro Marchetti, le génie derrière les avions de la firme Savoia Marchetti, et lui donne un ordre simple mais impossible à respecter dans les délais impartis. Créer l'avion le plus rapide du monde. Marchetti dessine un élégant trimoteur avec un fuselage étroit inspiré des voiliers de course, un train d'atterrissage rétractable révolutionnaire pour l'époque et 3 magnifiques moteurs Isota Fraschini de 910 chevaux chacun. Sur le papier, la machine promet des performances époustouflantes. Dans la réalité, les moteurs Isota Fraschini n'existent pas encore en quantité suffisante. Le bureau technique propose alors les Piaggio comme substitut temporaire. Temporaire devient permanent, permanent devient catastrophique. Le prototype décolle en octobre 1934, déjà trop tard pour la course Londres-Melbourne. Les premiers essais révèlent une vérité brutale. Les moteurs Piaggio délivrent à peine leurs 610 chevaux annoncés, et même cette puissance réduite arrive par intermittence. Lors d'une tentative de record entre Novare et Rome, un moteur refuse tout simplement de fonctionner au-dessus de 3000 mètres d'altitude. L'équipage doit interrompre la mission, humilié devant les observateurs internationaux venus documenter ce qui devait être un triomphe italien. Quelques jours plus tard, survient l'incident du feu. Le moteur central explose littéralement en flammes à 1500 mètres, forçant un atterrissage d'urgence qui aurait pu tuer tout l'équipage. Les mécaniciens découvrent que les joints de culasse fondent sous l'effort prolongé, que les soupapes se coincent aléatoirement et que le système de refroidissement semble conçu par quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de thermodynamique. Mussolini est furieux. Marchetti est désespéré, le projet semble condamné. Puis arrive le miracle technique. Les moteurs Alfa Romeo 125 deviennent disponibles. Moins puissants que les Isota Fraschini originellement prévus, certes, mais infiniment plus fiables que les Piaggio maudits. En février 1935, les techniciens arrachent les 3 moteurs défaillants et installent les nouveaux Alfa Romeo. Le prototype retourne dans les airs le 5 avril. Cette fois, la machine rugit comme elle aurait toujours dû le faire. Le vol d'essai entre Milan et Lonate dure 70 minutes d'extase pure. L'avion maintient une vitesse de croisière de 410 km/h sans aucune défaillance mécanique. En pointe, il atteint 434 km/h. Pour mettre ce chiffre en perspective, le chasseur britannique Gloster Gauntlet, fierté de la Royal Air Force, plafonne à 370 km/h. Un avion de transport civil italien vient de surpasser le chasseur le plus moderne de l'Empire britannique. La presse aéronautique mondiale explose. Le général Giuseppe Valle, commandant de facto de la Regia Aeronautica, comprend instantanément le potentiel militaire. Il réquisitionne le prototype pour un vol d'inspection vers l'Afrique orientale italienne. 12 heures de Rome à l'Érythrée avec un arrêt au Caire.
L'appareil se comporte parfaitement, transportant Vallée et son état-major dans un confort princier, tout en maintenant des vitesses qui rendent jaloux les pilotes de bombardiers militaires. Vallée revient à Rome obsédé par une idée: transformer ce transporteur élégant en bombardier rapide. Les bureaucrates du département technique s'opposent violemment. Le fuselage étroit, conçu pour des rangées de sièges passagers, ne peut accueillir une soute à bombe digne de ce nom. L'arrangement des trois moteurs limite dramatiquement les angles de tir pour les mitrailleurs défensifs. La structure légère en bois et toile ne survivra jamais aux dommages de combat. Vallée ignore chaque objection. Il organise une démonstration le 23 septembre 1935. Le prototype charge 2000 kg de ballast et parcourt 2000 km à une vitesse moyenne de 389 km/h. 6 records du monde battus en un seul vol. Les bureaucrates capitulent. 24 exemplaires pré-série sont commandés pour l'escadrille des Souris Vertes, une unité d'élite composée des meilleurs pilotes d'essai italiens. Les ingénieurs doivent transformer l'élégant transporteur en bombardier. Mais le fuselage étroit pose un problème insurmontable. Impossible d'installer des tourelles défensives conventionnelles. La solution trouvée restera comme le trait le plus reconnaissable de l'avion: une bosse dorsale grotesque abritant une position de mitrailleur. Cette protubérance disgracieuse, née d'un compromis technique désespéré, transforme l'élégant oiseau en bossu volant. Le 14 février 1937, 3 de ces bossus atterrissent à Majorque pour rejoindre la guerre civile espagnole. La 12e escadrille de bombardiers, les célèbres Souris Vertes, arrive tester la nouvelle arme de Mussolini en conditions réelles. 3 jours plus tard, elle frappe les navires républicains. Les pilotes républicains, volant sur des chasseurs Polikarpov I-16 fournis par Moscou, découvrent avec horreur qu'ils ne peuvent pas intercepter les bombardiers italiens. Les bossus filent à plus de 400 km/h pendant que les chasseurs soviétiques, théoriquement les plus rapides du monde, plafonnent à 350. Une situation absurde émerge. Les bombardiers italiens volent sans escorte de chasse parce qu'aucun chasseur italien ne peut suivre leur rythme. Cette anomalie tactique stupéfie les observateurs militaires internationaux venus documenter le conflit. Les Savoia Marchetti SM-79 défient toutes les doctrines aériennes établies, transformant le concept même de bombardement stratégique. Les équipages italiens patrouillent les cieux républicains en toute impunité, frappant Barcelone, Valence, Alicante, Carthagène. La défense antiaérienne républicaine regarde, impuissante, les bossus disparaître à l'horizon avant même que les chasseurs d'interception ne décollent. Les victoires s'accumulent. 5 SM-79 auraient participé au torpillage du cuirassé républicain Jaime Ier dans le port de Carthagène. Les sources divergent sur l'efficacité exacte du raid, mais le navire coule définitivement lors de son transfert pour réparation, probablement saboté. L'été 1937 arrive avec une nouvelle démonstration de propagande. 5 SM-79 spéciaux, numérotés de 51 à 55, sortent de la chaîne de production dans une livrée rouge écarlate avec des bandes blanches et vertes. Ces machines de course portent la désignation SM-79C, où C signifie Corsa. La soute à bombe disparaît au profit de réservoirs supplémentaires. La bosse disgracieuse s'évanouit. Le fuselage retrouve ses lignes élégantes, originelles. Ce sont les oiseaux de course qu'Alessandro Marchetti avait imaginés depuis le début. Initialement prévu pour une course Paris-New York annulée, il participe finalement à une compétition encore plus ambitieuse. Istres en France jusqu'à Damas en Syrie et retour à Paris. 6000 km dont 3000 sans escale. Les 5 rouges, pilotés par les As des Souris Vertes, affrontent des adversaires français sur Bloch, Breguet, Caudron, Farman et un redoutable britannique de Havilland DH-88 Comet, vainqueur de la course Londres-Melbourne que les Italiens avaient manqué. Le 19 août 1937, les concurrents s'élancent d'Istres. Les 5 rouges italiens terminent premier, deuxième et troisième. Bruno Mussolini, fils du Duce, pilote l'appareil de troisième place. La propagande fasciste atteint des sommets hystériques. Septembre 1939. L'Europe plonge dans la guerre totale. 600 SM-79 garnissent les hangars italiens, répartis dans 14 groupes de bombardement.
Les équipages italiens sont convaincus de leur invincibilité. Leur machine a dominé l'Espagne, écrasé la concurrence internationale, établi des records que personne ne peut battre. Ils ne savent pas encore que leur bombardier invincible va se révéler un désastre complet dans le rôle pour lequel il fut créé, et que sa vraie gloire viendra d'une mission désespérée que personne n'avait prévue. Le 10 juin 1940, l'Italie déclare la guerre à la Grande-Bretagne. Les 600 bossus s'envolent vers leur première mission contre Malte. Les pilotes découvrent immédiatement la vérité brutale. Le fuselage étroit, hérité du design civil, ne peut transporter qu'une charge dérisoire de bombes. Là où un bombardier britannique Vickers-Wellington emporte 2268 kg, le SM-79 peine à charger 1200 kg. Pire encore, cette charge ridicule doit se répartir dans un compartiment conçu originellement pour des bagages de passagers. Les raids sur Malte tournent au carnage. Les chasseurs britanniques Hurricane apprennent rapidement à intercepter les formations italiennes en montant à haute altitude avant leur arrivée. La vitesse qui terrorisait les républicains espagnols ne suffit plus contre des pilotes britanniques expérimentés volant des machines modernes. Les pertes s'accumulent. 32 SM-79 abattus en 3 mois. Les survivants rentrent criblés de balles, leur structure de bois et toile déchiquetée par les mitrailleuses de calibre 12 mm,7. Le commandement italien fait face à une catastrophe logistique. 600 bombardiers ultra rapides complètement inadaptés à leur mission primaire. Impossible de les retirer du service sans admettre l'échec propagandiste. Impossible de continuer les pertes actuelles sans épuiser les équipages formés. En juin 1940, un capitaine nommé Dequal propose une idée folle, transformer les bombardiers en torpilleurs. L'état-major rejette initialement le concept. Personne en Italie ne maîtrise l'art du torpillage aérien. Aucune doctrine n'existe, aucun manuel de formation, aucun équipement spécialisé. Mais l'alternative est l'admission publique que la merveille technique de Mussolini est un échec complet. Alors les généraux capitulent. Le 28 juillet 1940, ordre est donné de créer une unité expérimentale de torpilleurs basée à Gorizia. Les premiers pilotes volontaires arrivent sans aucune instruction. Ils reçoivent des torpilles standards de 450 mm conçues pour les destroyers, pas pour les avions. Personne ne sait à quelle altitude larguer. Personne ne connaît la vitesse optimale d'approche. Personne n'a de viseur spécialisé. Les équipages improvisent tout. Ils larguent des torpilles d'entraînement dans le golfe de Trieste, devinent les paramètres, ajustent par essai et erreur. Certaines torpilles plongent trop profondément et s'enfoncent dans la boue. D'autres ricochent sur la surface comme des galets. Les premières semaines produisent exactement 0 torpillage réussi contre des cibles stationnaires dans des conditions idéales. L'état-major observe ce cirque avec un mélange de désespoir et de fascination morbide. Le 10 août, 50 torpilles arrivent des usines Whitehead. L'unité expérimentale, désormais basée à l'aérodrome T5 près de Tobrouk, reçoit l'ordre d'attaquer immédiatement la flotte britannique à Alexandrie. Immédiatement signifie sans entraînement supplémentaire, sans viseur optique installé, sans protocoles établis. 5 équipages décollent le 15 août pour une mission suicide déguisée en opération militaire. Le plan prévoit 2 heures de vol à moins de 1500 mètres, arrivé sur Alexandrie à 21h30. Le problème, la piste T5 mesure 1000 mètres de long. Avec des torpilles de 850 kg sous le fuselage, les bossus ne peuvent décoller qu'avec des réservoirs partiellement remplis. Autonomie exacte, 4 heures. Marge de sécurité, 0. Parmi les pilotes se trouvent Carlo Emanuele Buscaglia et Vincenzo Dequal, futures légendes du torpillage aérien. Pour l'instant, ce sont juste des hommes terrifiés volant vers leur probable mort. 3 appareils ne trouvent jamais leur cible dans l'obscurité méditerranéenne. La défense antiaérienne britannique transforme le ciel en rideau de feu. Les 3 équipages perdus larguent leurs torpilles dans le désert pour alléger l'appareil et tentent des atterrissages d'urgence dans les dunes. Seulement Buscaglia et Dequal reviennent à T5, leurs machines ressemblant à des passoires volantes. Résultat de la première mission de torpillage italien, 0 navire touché, 3 équipages perdus, 2 appareils détruits, 50 000 litres de carburant gaspillés. L'état-major ordonne de continuer. Les 22 et 23 août, nouvelles attaques sur Alexandrie. Nouveaux échecs.
Le 27, Buscaglia attaque un croiseur. Sa torpille passe à 20 mètres de la cible. Septembre arrive avec plus d'avions et la formation de la 278e escadrille officielle. Le 10 septembre, premier succès revendiqué, un cargo britannique coulé. Impossible de vérifier cette victoire dans les archives britanniques, mais Rome célèbre quand même. Le 17 septembre 1940, tout change. Attaque nocturne contre le croiseur HMS Kent. Une torpille frappe sous la ligne de flottaison. L'explosion arrache des plaques de blindage, inonde 3 compartiments, tue 14 marins. Le Kent boite jusqu'au chantier pour 12 mois de réparation. Un mois plus tard, le 14 octobre, le croiseur HMS Liverpool prend une torpille qui arrache littéralement son étrave. Le navire survit miraculeusement, remorqué en arrière vers Alexandrie, hors de combat pour 13 mois. Décembre 1940, baie de Souda en Crète. Buscaglia pilote personnellement l'attaque contre le HMS Glasgow, protégé par des filets anti-torpilles. Sa torpille passe sous les filets et explose contre la coque. 3e croiseur britannique neutralisé. 3 navires de guerre majeurs éliminés en 4 mois par des équipages qui ne savaient même pas torpiller 6 mois auparavant. Puis la malchance frappe. Un raid britannique touche les dépôts de torpilles au sol. L'explosion en chaîne détruit toute l'escadrille. Janvier 1941. De nouveaux SM-79 arrivent pour remplacer l'escadrille anéantie. Cette fois, 3 unités torpilleurs opèrent simultanément en Méditerranée. Avril apporte une série de victoires spectaculaires. 2 cargos coulés, le HMS Manchester mutilé et paralysé pour 9 mois complets. Mai voit le destroyer HMS Fearless disparaître sous les vagues après une attaque coordonnée. Septembre transforme Buscaglia en célébrité nationale quand sa torpille frappe le cargo Imperial Star durant l'opération Albert. La même opération produit le coup le plus audacieux. Un bossu frappe le cuirassé HMS Nelson. La torpille explose contre la coque blindée, créant une brèche de 10 mètres. Le cuirassé survit, mais nécessite des réparations jusqu'en août 1942. Le prix, l'équipage du SM-79 est abattu pendant l'attaque. Novembre et décembre ajoutent 4 cargos supplémentaires coulés. Empire Pelican, Empire Defender, Glenfinlass, Rawnsley. Le destroyer HMS Jackal rejoint la liste des navires gravement endommagés. Bilan de 1941, 9 navires alliés coulés, 30 endommagés. Coup italien, 14 torpilleurs perdus, 46 endommagés. Les mathématiques semblent équilibrées jusqu'à ce qu'on réalise qu'un équipage de 6 hommes, dans un avion construit en bois et toile, peut neutraliser un croiseur de 12 000 tonnes pendant plus d'1 an. Buscaglia accumule 90 000 tonnes de tonnage ennemi détruit selon les revendications italiennes. La propagande fasciste le transforme en héros comparable aux as de chasse. Le bossu ridicule trouve enfin sa gloire, mais dans un rôle que personne n'avait imaginé. 1942 brise cette euphorie. Plus de 100 SM-79 équipent les escadrilles torpilleurs, mais les résultats deviennent pathétiques. Durant 6 mois entiers, toutes les forces aériennes italiennes et allemandes combinées coulent exactement un seul cargo, le Talabo, victime de Carlo Fagioni. La défense antiaérienne britannique s'est perfectionnée. Les convois vers Malte voyagent désormais sous des parapluies de chasseurs et de canons qui transforment chaque attaque en bain de sang. Juin apporte l'opération Harpoon. Le HMS Liverpool, déjà torpillé 2 fois auparavant, reçoit une 3e torpille du groupe 132. Le navire maudit retourne au chantier pour 13 mois supplémentaires. Le même jour, le cargo Tanimbar coule. Le lendemain, Marigny-Hackner achève le destroyer HMS Bédouin, déjà criblé par les croiseurs italiens. Août voit l'opération Pédestal. 14 cargos escortés par 44 navires de guerre, 9 cargos et 4 escortes disparaissent, mais seulement 2 tombent sous les torpilles italiennes. Le destroyer HMS Forsyth et le cargo Deucalion. Les statistiques révèlent l'horreur. Durant Harpoon, 100 torpilles lancées produisent 3 impacts. Beaucoup de torpilles dévient sauvagement de leur trajectoire. Les usines de Naples fabriquent des armes défectueuses dont les gyroscopes dérivent aléatoirement. Buscaglia, le héros national crédité de 90 000 tonnes, déclare sombrement que tous les équipages mourront probablement avant Noël. Le lendemain, son appareil est abattu.
l'Italie le pleure comme mort au combat. En réalité, les Britanniques l'ont repêché vivant et emprisonné. Début 1943, l'espérance de vie moyenne d'un SM-79 tombe à 3 missions. Juillet amène l'invasion alliée de la Sicile avec une flotte colossale. L'Italie aligne 7 groupes torpilleurs sur le papier. Réalité, 61 appareils techniquement opérationnels, dont seulement 22 vraiment capables de voler. Les 5 premiers jours d'invasion voient 57 sorties nocturnes. Résultat, 0 impact, 7 bossus détruits. Septembre 1943, armistice italien. 34 SM-79 au sud rejoignent les co-belligérants alliés comme transport. 36 au nord continuent avec les Allemands dans le Gruppo Buscaglia, nommé pour l'as présumé mort. Quand Rome découvre que Buscaglia vit et vole maintenant pour les Alliés, l'unité devient honteusement le Gruppo Fagioni. Janvier 1945, 2 torpilleurs coulent un cargo de 5000 tonnes sur l'Adriatique. Dernière mission torpille du bossu volant. L'avion de ligne élégant, destiné aux records aériens, raté comme bombardier, devient paradoxalement le torpilleur le plus meurtrier de l'Axe en Europe. Un monument vivant à l'absurdité technique et au triomphe accidentel. L'histoire du Savoia Marchetti SM-79 reste l'un des paradoxes les plus fascinants de l'aviation militaire. Un avion conçu pour transporter des passagers dans le luxe devient un champion de course aérienne. Ce champion se transforme en bombardier catastrophique. Ce bombardier raté renaît comme le torpilleur le plus redoutable de l'axe européen. 3 métamorphoses complètes, chacune contredisant la précédente. Les chiffres finaux racontent une saga d'absurdités techniques devenue légende militaire. 1458 exemplaires construits entre novembre 1936 et 1944. Déployés sur tous les théâtres où combattaient les forces italiennes, Méditerranée, Afrique du Nord, Balkans, front oriental avec les Roumains. Certains survécurent même jusqu'en 1952 dans les forces aériennes libanaises, volant comme transport civil, bouclant ainsi le cercle complet vers leur vocation originelle. Le bossu disgracieux, né d'un compromis désespéré pour adapter un fuselage de passagers au combat aérien, devint le symbole visuel le plus reconnaissable du torpillage italien. Cette bosse grotesque, abritant un mitrailleur, solution technique improvisée face à l'impossibilité d'installer des tourelles conventionnelles, transforma l'élégant oiseau de Marchetti en créature difforme mais mortellement efficace. Les équipages britanniques apprirent à redouter cette silhouette caractéristique émergeant de l'obscurité méditerranéenne, volant bas sur les vagues, portant la mort sous leur ventre. Pourtant, derrière chaque torpille lancée, se cachait l'improvisation chaotique d'équipages formés sur le tas, larguant leurs armes sans viseurs appropriés durant les premiers mois, devinant les paramètres de vitesse et d'altitude, payant chaque leçon tactique avec du sang et des appareils perdus. Les 3 missions d'espérance de vie moyenne en 1943 témoignent du prix brutal de cette transformation forcée d'un avion inadapté en armes spécialisées. Le SM-79 incarne la réalité cruelle de l'ingénierie militaire. Parfois, l'échec dans un rôle prévu mène accidentellement au triomphe dans un rôle imprévu. L'élégance aérodynamique destinée aux compétitions internationales, compromise par des modifications militaires hâtives, inadéquate pour le bombardement stratégique, trouva finalement sa vraie vocation dans les attaques suicidaires contre des navires de guerre lourdement défendus. Un monument volant à l'adaptation désespérée et au génie accidentel. Cette machine absurde, construite en bois et toile à une époque où l'aluminium dominait déjà, propulsée par 3 moteurs quand 2 suffisaient pour la plupart des bombardiers, affligée d'une bosse dorsale ridicule, réussit néanmoins à paralyser des cuirassés, couler des destroyers et terroriser la Royal Navy durant 4 années de guerre méditerranéenne. L'histoire aviation n'offre aucun autre exemple comparable de transformation aussi radicale et improbable. Si cette plongée dans les aberrations techniques de la Seconde Guerre mondiale vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir ce contenu. Partagez vos réflexions et anecdotes dans les commentaires. Connaissez-vous d'autres exemples d'armes militaires qui ont échoué dans leur rôle prévu, mais triomphé ailleurs? Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus d'histoires sur les technologies les plus étranges, absurdes et paradoxalement efficaces de l'histoire militaire. Chaque semaine apporte son lot de machines improbables, d'innovations ratées devenues succès et de génies accidentels nés du désespoir.